C'est bon? Bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de la 3e édition des Semaines de l'évolution professionnelle qui se déroule donc cette année du 9 au 20 octobre 2023. C'est un événement donc qui est co-organisé par l'APEC et la plupart des opérateurs CEP sur le territoire habilités par France Compétences en association avec les partenaires nationaux et régionaux tels que le groupe EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique. Voilà, cet événement donc est 100% digital, gratuit et accessible à tous. Et comme son nom l'indique, donc nous vous proposons à cette occasion une succession de webinaires en lien avec des thématiques sur l'évolution professionnelle. Donc je tiens à préciser que vous avez la possibilité de poser vos questions ou vos remarques directement sur le chat qui est donc sur l'écran. Vous le notez directement. On note les informations et on répondra donc à vos questions en fin de présentation. Sachant que la présentation va durer 45 minutes à peu près et ensuite on se garde un quart d'heure pour pouvoir répondre aux questions, aux interrogations ou toute information, tout échange. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Aline Vessière, psychologue du travail et conseillère donc en évolution professionnelle au sein du cabinet Antea RH sur la région Corse. Aujourd'hui, donc nous allons traiter la question du sens au travail avec une présentation donc intitulée « Je veux donner du sens à mon travail ». C'est toute une question très importante. Les objectifs, concernant les objectifs de ce webinaire, donc dans un premier temps, nous allons tenter de définir le concept. Qu'est-ce que le sens au travail, en passant par la définition, les enjeux. Pourquoi est-ce qu'on parle du sens au travail? Pourquoi donner du sens à son travail? Nous allons également en profiter pour parler des caractéristiques, bien sûr, qui permettent de donner du sens au travail. Également, afin de pouvoir amener des éléments concrets et des actions concrètes, nous allons vous donner des pistes pour pouvoir, donner ou redonner, retrouver du sens à son travail. Sachant qu'effectivement, l'idée, c'est d'identifier qu'est-ce qui constitue le sens au travail pour moi, sachant que on va partir du postulat que le sens au travail est propre à chacun, que c'est une perception. Donc, c'est quelque chose qu'on va aborder pour pouvoir effectivement bien cerner le sujet, pour pouvoir effectivement amener des réponses à cette thématique. Donc, pour commencer, on va partir d'un constat. Effectivement, il y a plusieurs études sur le sujet qui étudient en fait et qui parlent de l'impact et du sens au travail et des enjeux que ça peut représenter. Notamment, on va commencer par aborder effectivement une étude qui avait été publiée donc par le Workforce Institute en 2022 et qui a fait une enquête auprès de 2200 employés. Alors là, c'était notamment des cadres supérieurs et des professionnels des ressources humaines dans différents pays. Et donc, il y a plusieurs questions qui ont été posées. Et parmi cet échantillon, 46% donc des salariés ne recommanderaient pas leur entreprise ni leur profession à leurs enfants. On a également un chiffre qui est 38% donc qui ne souhaiteraient pas qui ne souhaiteraient pas leur travail à leur pire ennemi. 56% de ceux qui gagnent le plus déclarent également « J'aurais aimé que quelqu'un m'avertisse de ne pas prendre mon emploi actuel ». Avec des termes de type j'en peux plus, je regrette d'avoir choisi mon métier. Donc on a également 28% et 11% respectivement qui ont eu le sentiment d'être dans une carrière dans laquelle ils souhaiteraient évoluer, alors que 61% admettent qu'ils vont travailler pour toucher un salaire. Voilà, donc effectivement, la notion du travail évolue. On a une certaine représentation qui peut évoluer aussi au fur et à mesure des années. Donc c'est un sujet qui est important et qui effectivement nous concerne tous et qui effectivement, en fonction de notre histoire, de notre place, se pose à un moment donné.
Donc voilà pour un constat. Alors il y en a plein, comme j'ai dit, il y a plein d'études qui montrent, qui se penchent sur le sujet, mais c'était une des études qui permet d'illustrer. Donc on va maintenant essayer de définir le concept, de comprendre le concept pour effectivement savoir de quoi on parle. Parler du sens au travail, est-ce que ça a du sens? C'est la première question. Sachant qu'effectivement, le travail, dans un premier temps, permet d'assurer sa subsistance. C'est vraiment l'objectif premier, mais ce n'est pas tout. En effet, une activité, c'est une activité aussi à travers laquelle une personne se définit, s'insère dans le monde, actualise son potentiel et peut créer de la valeur. Comme je disais tout à l'heure, c'est une notion effectivement qui évolue aussi au fil des années, des générations et des événements. On a vu aussi, on a vu l'exemple de la crise sanitaire qui a pu bouleverser la perception, la place du travail dans nos vies. La place vie pro, vie perso, qui a aussi évolué. On a envie d'autre chose. Voilà, donc là, le monde du travail évolue, les envies évoluent, le sens au travail évolue aussi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui évolue. Et j'insiste, sur laquelle on reviendra. C'est une chose sur laquelle qui est propre à chacun. Donc et qui est vraiment une perception individuelle. En complément, donc comme je disais tout à l'heure, le travail n'est pas seulement, alors sauf pour certaines personnes, une source de revenus, de rémunération, ça représente beaucoup plus. Et à contrario, ce que donne en retour le travail permet effectivement de se sentir utile, de développer la confiance en soi, favoriser la reconnaissance de ses pairs également. C'est un cercle vertueux qui favorise donc, dans la majorité des cas, le bien-être et l'épanouissement. Le sens se traduit donc par de l'énergie, de la motivation et du plaisir dans ce que nous faisons. C'est également un enjeu pour l'entreprise. Alors ça, effectivement, c'est une notion importante, il ne faut pas l'oublier. C'est que le sens au travail, le sens que la personne va ressentir en fait au niveau de son travail, va également avoir un impact un effet direct sur l'activité, notamment en induisant une meilleure performance, voire un meilleur engagement dans l'entreprise. Donc c'est vraiment un enjeu majeur, que ce soit pour chacun, mais également pour le monde de l'entreprise, pour l'entreprise en elle-même. Et ça, c'est une notion qui est de plus en plus mise en avant. Et donc il y a des choses de fait pour effectivement faire en sorte que chacun s'y retrouve. Donc, la question du sens au travail est étroitement liée à la condition humaine et sa quête se manifeste donc de plus en plus au travail, où s'incarne aujourd'hui, à tort ou à raison, une bonne partie de nos désirs, de nos besoins d'accomplissement, de nous-mêmes, de contribution, d'utilité. Il est essentiel effectivement de trouver du sens à son travail. Si on parvient bien à identifier son sens personnel, le sens qu'on donne et qu'on trouve à travers notre activité, même les tâches répétitives ou qui peuvent nous paraître sans intérêt, peuvent prendre sens à nos yeux. Sachant que, comme on l'a dit un petit peu plus haut, le sens que l'on accorde au travail est très personnel, très subjectif. La place du travail donc est différente pour nous tous, nos attentes également. Chaque personne va accorder un sens et un intérêt différent au travail, ce qui va rendre donc l'analyse de cette donnée et la réponse donc à apporter assez complexe du coup. Sachant que le sens du travail s'appuie sur le rapport qu'une personne développe avec les activités qui définissent son rôle. Bien que le sens qu'une personne attribue à son travail, bien que le sens soit fortement subjectif, moulé par différents facteurs, il y a des stimuli communs partagés de manière implicite par l'ensemble des travailleurs qui œuvrent dans une même organisation. Donc voilà, tout ça, c'est des concepts assez importants. Donc pour aller un petit peu plus loin et pour en profiter aussi pour résumer, l'idée, ça va être de dire effectivement que pour que le travail ait du sens, alors il doit procurer de la satisfaction à la personne qui l'effectue, ou correspondre donc à ses intérêts, ou faire appel donc à ses compétences, stimuler le développement de ce potentiel et lui permettre d'atteindre ses objectifs. Donc voilà, tout n'est pas forcément obligé d'être répondu pour pouvoir apporter du sens, mais étant donné que chaque personne va rechercher des intérêts différents, des objectifs différents, globalement, il faut qu'un de ces points puisse être rempli pour pouvoir effectivement apporter un sens à l'activité.
Il y a une étude d'ailleurs qui a été menée par l'Institut de recherche Robert Nové en santé et en sécurité au travail, qui a été publiée en 2018 et qui a démontré un fort lien en fait entre les caractéristiques du travail, la santé mentale et l'engagement des employés envers leur employeur. Il y a une notion effectivement qui apparaît ici, c'est celle de santé mentale, une notion très très importante dans la question du sens au travail. C'est un concept dont je parlerai un petit peu plus tard. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, le sens que tout employé donne à son travail est un facteur déterminant de sa santé mentale, de son attitude et donc de sa performance. Voilà, ça c'est vraiment des données qui ont pu être prouvées, montrées par les différentes études. Et donc, 4 prémices est mise en relation avec le sens au travail. Effectivement, c'est que le sens qu'une personne donne à son travail peut avoir donc des effets positifs ou négatifs, donc sur sa santé mentale et sur son engagement auprès des entreprises. Donc, on en revient à la deuxième petit carré qui, effectivement, l'équilibre mental a un impact direct sur l'engagement du travailleur envers l'organisation. Et cette étude donne 6 caractéristiques qui permettent de donner du sens au travail. Donc ça, ces caractéristiques-là, je les développerai un petit peu plus tard, donc j'y reviendrai. Et effectivement, il y a des moyens pour prévenir la détresse psychologique. Il y a des moyens, effectivement, pour promouvoir le bien-être psychologique qui peuvent avoir des effets bénéfiques sur la santé et sur l'engagement, sur l'investissement auprès des entreprises. Donc voilà, donc 4 prémices qui touchent directement la relation avec le sens du travail. Donc, comme je disais tout à l'heure, effectivement, le sens qu'on attribue au travail est très subjectif, c'est-à-dire qu'on a tous besoin de quelque chose de différent pour pouvoir retrouver du sens au travail. Et donc, on va avoir une perception. Cette perception, elle peut être positive ou elle peut être négative. Donc, si elle est positive, effectivement, la personne qui perçoit positivement son travail va y trouver du sens. C'est une personne qui va avoir tendance donc à se sentir bien, que ce soit physiquement, psychologiquement. Du coup, ce sens, cette attitude va être manifestée par ses comportements, par son attitude. Par exemple, c'est une personne qui sera d'autant plus à l'heure, qui va faire preuve de vigilance dans ses tâches pour minimiser les erreurs et les risques d'accident. C'est une personne qui va peut-être davantage aider ses collègues lorsqu'il y a besoin. C'est une personne qui va peut-être agir en fonction du rendement attendu et coopérer un maximum pour atteindre les objectifs fixés, que ce soit par son équipe ou son organisation. C'est une personne qui va avoir un lien affectif avec son travail qui peut être d'autant plus renforcé avec la relation avec ses collègues, ses supérieurs, la clientèle. Donc voilà, donc différents effets en fait qui vont être engendrés par une perception positive au travail, c'est-à-dire un sens positif, quelqu'un qui retrouve un sens dans son activité, alors au travail et du travail, ça on en parlera un petit peu plus tard. Et effectivement, les personnes qui peuvent percevoir négativement leur travail, qui va avoir tendance, donc ça, ce sont des personnes qui vont avoir tendance à considérer qu'il n'y a pas de sens, tout comme le milieu dans lequel elles œuvrent, et avoir des symptômes, du coup, qui vont apparaître petit à petit, donc de stress, voire même de détresse, ainsi que, si ça devient trop important, avec des répercussions sur des troubles de la santé. La qualité de la présence, donc forcément, et celle de son engagement, à contrario, seront donc déficients. Par exemple, c'est une personne qui peut faire juste acte de présence, qui va pas forcément donner le meilleur de lui-même. Sa vigilance aussi, qui peut tout à fait être affectée, forcément par le rendement, par le stress. Sous l'effet du stress, la personne peut ne pas effectivement arriver à développer des problèmes, à gérer des conflits. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui va adopter des stratégies défensives vis-à-vis de son attitude, vis-à-vis de son positionnement par rapport à son travail, à son entreprise. Et donc c'est une personne sur laquelle il va y avoir des tensions, des difficultés qui vont venir se créer. Et la difficulté, c'est quand ces stratégies défensives qui sont là pour la protéger vont petit à petit venir s'enquister et là peut-être arriver sur des symptômes d'épuisement beaucoup plus importants.
Donc voilà, après on va avoir tout ce qui va être absentéisme. Enfin voilà, c'est tout un. Là pour le coup, on a le cercle vicieux. C'est pas le cercle vertueux là, mais effectivement, on a des répercussions assez importantes et sur la vie d'une entreprise en fait, hein, tout simplement. Donc voilà un petit peu sur ces deux aspects. Donc pour redire un petit peu les choses, le sens du travail effectivement a un impact, comme je vous disais, sur la santé mentale de la personne, mais aussi sur l'engagement organisationnel, sur la vie dans l'entreprise. Donc effectivement, l'objectif aujourd'hui, on est sur de la promotion donc de la santé au travail, hein, de la santé mentale, la promotion du bien-être psychologique. Donc voilà, l'idée c'est de trouver les pistes en fait qui permettent justement d'aller là-dessus. En parlant de santé mentale, je ne sais pas si vous étiez au courant, c'était hier la journée mondiale de la santé mentale. Donc c'était le 10 octobre. Vous avez dû voir des publications sur les réseaux, il y en a pas mal qui sont passées. Donc effectivement, il y a la journée mondiale de la santé mentale qui existe et voilà, c'est important de la promouvoir et de faire en sorte que tout se passe au mieux. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, donc on a là le bien-être psychologique qui va être plutôt le côté santé mentale où effectivement on va parler d'un état d'équilibre, d'aisance du corps et de l'esprit où effectivement donc là on va avoir des effets positifs sur tout ce qui va être estime de soi, équilibre psychologique, maîtrise de soi, maîtrise des événements, sociabilité, implication sociale, sentiment de bonheur, de bien-être. Voilà, donc ça c'est les effets, je dirais, positifs d'une personne qui trouve sens à son travail ou sens au travail, et la détresse à l'inverse du coup psychologique qui va être un état de tension et de stress caractérisé par un état anxieux ou dépressif, l'irritabilité, la dépréciation de soi, le désengagement. Donc là, effectivement, ça peut avoir un impact sur la reconnaissance au travail, sur l'estime de son entourage, le soutien, le changement, la charge de travail. Enfin voilà, donc on a ces deux versants et donc il faut effectivement y être d'autant plus vigilant. Alors, il y a un terme, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a une expression, bullshit jobs, qui a été effectivement créée, mise en lumière, qui signifie, en fait, c'est une expression donc en anglais américain qui signifie donc emploi à la con. Alors, excusez-moi l'expression, mais bon, c'est sa définition, qui désigne des tâches inutiles, superficielles et vides de sens qui sont effectuées dans le monde du travail. C'est un terme en fait qui est apparu sous la plume de l'anthropologue David Graeber et qui postule effectivement que dans la société moderne, repose sur l'aliénation de la vaste majorité des travailleurs de bureau, amenés à dédier leur vie à des tâches inutiles et sans réel intérêt. Voilà, c'est des entreprises qui fabriquent, je dirais, des activités qui n'ont de non-sens, qui n'ont pas de sens. Donc ce terme a été créé, donc a été mis en place en 2013, a été repris dans un ouvrage en 2018 et largement médiatisé et effectivement qui a suscité donc de nombreuses controverses, notamment donc des psychologues du travail qui ont repris le concept. Alors en soi, ils ont repris le concept et ils ont plutôt défini le terme burn-out. Donc on va en parler du coup juste après, mais effectivement, ils ont repris ce terme, ils l'ont plutôt adapté dans le sens en parlant de démission intérieure et ont utilisé le terme burn-out, donc on viendra le définir tout à l'heure, juste après. Sachant que j'en profite également pour vous signaler que, on peut trouver le sens au travail, on peut trouver du sens au travail par rapport à ses tâches, par rapport à ses activités, par rapport à l'inscription à un rôle, une fonction. Donc ça, c'est vraiment le sens du travail. Mais on a aussi le sens au travail, qui va, lui, s'appliquer, par exemple, aux relations qu'une personne peut entretenir avec son milieu de travail, avec ses supérieurs, ses collaborateurs, ses collègues et sa clientèle. Donc, en fait, la personne peut ne pas avoir de tâches, de sens vis-à-vis de ses tâches, mais par rapport à l'environnement, par rapport à la relation, etc. Donc, c'est deux choses aussi différentes qu'il faut bien distinguer et qu'on peut ne pas avoir de sens vis-à-vis de la tâche, mais en retrouver ailleurs, dans l'organisation, par rapport à d'autres aspects. Ça, c'est une notion aussi qui est importante. Je ne vais pas la développer davantage, mais juste que après, en fonction de chacun, on a des besoins en fait.
de se reconnaître, de se sentir utile, que ce soit par rapport à la tâche ou l'organisation. Donc, c'est deux choses voilà, différentes, d'où la distinction sens au travail et sens du travail. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une chose aussi importante. Et donc, j'en viens avec les fameuses conséquences, les risques que peuvent entraîner un manque de sens au travail. On l'a dit, c'est important. J'ai dit effectivement que ça peut entraîner des répercussions négatives au niveau de la santé, au niveau du coup de l'investissement dans l'organisation. Voilà, c'est une certitude. Il y a différentes effectivement données, des termes qui ont été effectivement créés pour pouvoir un petit peu décrire les répercussions, les risques potentiels d'un manque de sens au travail. Alors, notamment, donc, on a le burn-out. Donc, le burn-out qui est quand même un terme aujourd'hui largement connu, qui est un terme donc, originaire des années 70 et qui décrit un état de fatigue ou de frustration qui résulte du dévouement à une cause, à un mode de vie ou une relation qui n'a pas donné les bénéfices escomptés. L'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui le définit comme un épuisement professionnel, qui a un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets. On parle aussi d'épuisement physique, émotionnel et mental, qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail qui sont exigeantes sur le plan émotionnel. Donc voilà, il y a différents travaux qui ont été menés dessus, avec voilà, des dimensions particulières, etc. Donc voilà, donc là c'est vraiment un épuisement professionnel avec une charge de travail, avec un investissement émotionnel. Voilà. Donc là, on arrive sur des situations d'épuisement professionnel. Également, on a donc le burn-out qui a été effectivement mis en avant. Donc là, on est plutôt sur un syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui. Et oui, ça arrive. C'est tout à fait possible, effectivement. Donc là, par exemple, ce sont des personnes, effectivement, qui peuvent ne plus avoir de défis à relever, ni d'objectifs à atteindre. Le salarié peut se désintéresser petit à petit de son emploi. Donc, effectivement, ça peut également entraîner des troubles mentaux assez importants. C'est vraiment pas un risque à prendre à la légère. Il y a plusieurs déterminants qui sont bien connus. Par exemple, effectivement, je parlais le fait de ne pas avoir forcément d'objectifs. Ça peut être une routine aussi, une routine monotone et persistante. Des tâches répétitives, des compétences requises pour le poste inférieur à vos réelles compétences, d'une mise au placard délibérée de votre employeur, des conflits, des difficultés relationnelles avec votre hiérarchie, vos collègues, donc un manque d'objectifs, de challenge, une surqualification par rapport au poste, donc on en revient avec les compétences inférieures, ou une possibilité d'évoluer aussi professionnellement. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose à ne pas, voilà, qui est très important, à ne pas négliger et qui a des conséquences également très importantes. Et donc, le fameux burn-out, qui est directement issu du burn-out et qui correspond pour le coup à une baisse de courant. C'est vraiment la baisse de l'engagement résultant d'une perte de sens au travail. Donc, c'est pour ça qu'on en parle on en parle ici en l'occurrence, mais parce qu'effectivement, là, on est plus sur une perte de sens des objectifs de travail et à l'incompréhension complète de son rôle dans la structure de l'entreprise. Donc, concernant le burn-out, quelques exemples de questions que vous pourriez vous poser pour dire, voilà, est-ce que je suis en situation de burn-out ou pas? Alors, forcément, ce ne sont pas des questions exhaustives. Il y a d'autres éléments qui peuvent qui peuvent illustrer cette situation. Mais par exemple, les questions, ai-je le sentiment d'être inutile au travail ou d'être utile? On peut le prendre dans les deux sens. Est-ce que j'effectue des tâches sans comprendre leur utilité et leur finalité? Mon travail a-t-il du sens pour moi, bien sûr, de ma propre définition? Est-ce que je souffre de plus en plus de cette situation? Suis-je moins attentif? Effectivement, voilà, c'est des questions qui sont importantes en termes d'investissement. Ça peut être par exemple
on évite des choses, on n'a pas envie, on voit que votre vie de famille, par exemple, n'est plus ce qu'elle était, vous trouvez qu'il y a une incidence beaucoup plus importante sur votre vie de famille, vous vous sentez un petit peu pas forcément très bien quand vous rentrez chez vous. Enfin voilà, il y a différents symptômes, différents éléments qui peuvent amener à se poser la question de voilà, est-ce que effectivement je suis bien dans mon travail, est-ce que mon travail me fait sens, et effectivement différents éléments. Alors c'est pas toujours évident d'arriver à identifier ces symptômes, je dirais, ces éléments, sachant qu'on est souvent la tête dans le guidon et qu'on n'arrive pas forcément à prendre du recul. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous ressentez des difficultés, il faut pas hésiter à en parler. Alors que ce soit en interne, quand cela est possible, c'est pas toujours le cas, mais quand c'est possible, vous pouvez en parler auprès de vos responsables, auprès de vos encadrants, auprès des services RH, il y en a. Et aussi, vous avez la possibilité d'en parler en externe. Donc, en externe, c'est voilà, auprès d'un professionnel qui peut vous suivre dans le cadre d'un accompagnement personnel, mais aussi et surtout auprès des services de santé au travail. Donc ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais effectivement, les services de santé au travail sont là pour traiter ces questions, pour vous entendre. Et vous pouvez très bien les contacter. Ils ont un rôle de prévention, vraiment de prévention en santé au travail. Les questions de tout ce qui va être conditions de travail, santé, sécurité au travail font partie des questions sur lesquelles ils sont là pour pouvoir y répondre, pour pouvoir vous écouter, sachant que vous avez la possibilité de les contacter. Alors, je parle pas pour les employeurs du coup, mais vous avez en tant que salarié, employé, la possibilité de les contacter directement sans forcément passer par l'employeur. Et en tant qu'employeur, il ne faut pas hésiter à les alerter si effectivement vous sentez qu'il y a des personnes qui peuvent être en situation de difficulté. Sachant que plus tôt c'est pris, mieux c'est, je dirais, parce que l'idée c'est d'éviter que ça s'enquisse, parce que voilà, plus ça s'enquisse, plus c'est difficile après d'intervenir et de pouvoir remonter la pente. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. Voilà, donc pour revenir un petit peu sur le sens au travail, quels sont les éléments aujourd'hui qui sont caractéristiques et qui contribuent à donner un sens au travail? J'imagine que j'aurais posé, n'hésitez pas à dire un petit peu les éléments qui vous viennent, à noter dans le chat, on pourra le reprendre tout à l'heure, mais effectivement, notamment, on peut avoir donc l'utilité sociale. Donc effectivement, là, il est important que soit perçu, que l'activité, que le travail soit perçu comme utile aux autres ou à la société. Il faut qu'il y ait un but qui motive la personne à accomplir les tâches qui lui sont confiées. Par exemple, un pompier qui va reconnaître l'utilité de son travail quand il va éteindre un feu, puisqu'effectivement, il va sauver des vies humaines. Là, on a vraiment l'objectif, je dirais, de l'utilité concrète, mais l'utilité, peut être un petit peu plus indirecte. Mais au final, en cherchant bien, on s'aperçoit qu'il y a toujours, au final, une finalité à l'activité. Donc, deuxième élément, donc l'autonomie. L'autonomie, effectivement, pour que le travail ait un sens, il doit permettre à l'individu d'exécuter ses compétences, faire preuve de créativité, de résolution de problèmes, et quitte à pouvoir effectivement exprimer ses opinions quant aux décisions qui le caractérisent. L'idée, effectivement, est d'avoir un cadre. Ça peut être, par exemple, développer des groupes de travail performants, une équipe d'opérateurs qui ont le pouvoir d'organiser le travail pour obtenir des résultats qu'on attend d'eux. Par exemple, dire, l'objectif, c'est ça, il faut faire ça. Après, la façon dont vous faites, vous êtes assez libre là-dessus. L'idée, c'est de donner aussi un minimum de marge de manœuvre, en fait, aux personnes de pouvoir réaliser des activités. Donc, c'est une façon, effectivement, de retrouver sens au travail. Ce serait que la perte d'autonomie, c'est quand même quelque chose d'assez prégnant et d'assez, qui a des conséquences assez importantes au niveau de la perception du travail. En troisième élément, l'occasion d'apprentissage et de développement. Donc là, on est plus sur un intérêt de développement des compétences, de se perfectionner, de s'épanouir, pour effectivement améliorer ses compétences, pour pouvoir déjà peut-être arriver à être plus performant sur ses propres tâches, ou alors pour pouvoir évoluer dans le monde du travail, que ce soit dans l'entreprise ou hors entreprise, mais vraiment apprendre. Apprendre. Alors, c'est sûr qu'on est tous différents. Il y a des personnes qui préfèrent plus apprendre que d'autres, mais globalement, c'est un facteur qui est effectivement caractéristique
je dirais, du bien-être au travail. Donc, effectivement, la capacité d'apprendre, de développer et d'augmenter ses compétences. On a la rectitude morale, où effectivement, là, c'est plutôt la façon de réaliser son activité d'une manière responsable et moralement justifiable, autant sur le point de l'exécution que sur les résultats. Donc là, c'est vraiment la capacité de faire des choses, je dirais, réglementairement convenables, responsables, et voilà, de pouvoir faire les choses comme il le faut. On a la qualité des relations aussi. Effectivement, pour que le travail ait du sens, il faut qu'il soit réalisé dans un milieu qui stimule le développement des relations professionnelles, des contacts, les relations avec les collègues, avec les pairs aussi, hein, ça peut être avec les homologues. Voilà, c'est vraiment la qualité de la relation qu'on va avoir, soit en interne ou en externe, donc avec les clients, etc. Donc voilà, donc ça c'est important. Et en dernier point, la reconnaissance. Donc c'est-à-dire effectivement avoir le respect et l'estime, que ce soit des supérieurs hein, ou de ses collègues, des soutiens. Par rapport, effectivement, de reconnaissance, que ce soit effectivement verbal, que ce soit au niveau du salaire, des perspectives, des promotions. Donc voilà, tout ça, c'est des éléments de reconnaissance qui vont effectivement faire en sorte que la personne, qui vont contribuer en fait à améliorer le sens au travail. Alors, comme je vous disais, voilà, ça reste une perception personnelle. On a tous des envies. Il y a des personnes, voilà, qui ont plus besoin d'autonomie que d'autres. Donc, c'est difficile, voilà, c'est pas évident d'avoir des solutions clés en main. Il n'y en a pas, sachant que ça dépend vraiment, voilà, des personnes et de leurs besoins, en fait, de leurs besoins et de là où elles ont besoin d'une certaine autonomie ou pas. Du coup, voilà, une certaine utilité. Bon, ça, l'utilité, globalement. Après, il y a des personnes pour qui en ont plus besoin que d'autres, d'avoir conscience de l'utilité. C'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de très personnel, de très individuel. Et donc, à l'inverse, quelques exemples de facteurs de risque, pour le coup. Donc, on retrouve l'individualisme, l'absence de collectif. Donc, ça revient avec, hein, tout à l'heure, le relationnel, le manque d'autonomie, on a parlé, de confiance, le fait, voilà, d'être toujours surveillé, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut avoir un effet néfaste. Et le manque d'utilité perçue. Bien sûr, c'est pas une liste non exhaustive. Il y en a d'autres. Mais voilà, ça fait partie des caractéristiques déterminante en termes de risque par rapport au sens au travail. Voilà pour la présentation. Donc là, j'arrive sur les pistes d'action maintenant. Donc après vous avoir présenté un petit peu qu'est-ce que le sens au travail, l'idée c'est de présenter les pistes d'action. Alors pour trouver ou retrouver, hein, parce que voilà, on l'a pas forcément, on peut l'avoir perdu ou pas. Enfin voilà. Donc l'idée effectivement, sachant que comme je vous ai dit, il n'y a pas de solution miracle ou de solution toute faite, sachant que tout dépend de la manière dont les personnes perçoivent les choses par rapport à ce que vous vivez aussi. Les organisations sont différentes, etc. Donc, c'est quelques pistes en fait qui donnent clairement des possibilités d'action. Donc la première piste qui est effectivement prendre du recul sur sa propre contribution. Donc cela revient aussi à comprendre le rôle dans l'organisation, dans le sens où effectivement, pour se sentir utile, il suffit de prendre un peu de recul sur sa position. C'est-à-dire, quel que soit votre métier, vous faites partie d'une entreprise qui a un objectif, qui a une finalité, et vos tâches s'inscrivent en fait dans un ensemble d'actions pour arriver à un objectif. En comprenant mieux effectivement, par exemple, l'importance du rôle dans l'organisation, pourquoi on réalise nos tâches, vous retrouverez forcément plus d'intérêt à ce que vous faites au quotidien. C'est vraiment prendre du recul sur son propre rôle, d'identifier l'importance de nos propres tâches dans l'organisation. Et ça peut effectivement permettre de donner sens, par exemple, à des tâches répétitives qui, à la base, ne sont pas forcément quelque chose qui peut apporter du sens, mais en comprenant le rôle, tout de suite, ça peut. Donc ça, c'était la première piste. La piste 2, ça peut être créer du lien au travail. Vous avez compris, ça tourne beaucoup au niveau de la relation, au niveau de la relation à l'autre, la relation dans le collectif, la relation avec ses collègues, avec les clients, avec les pairs. Donc ça peut être aussi s'impliquer dans la vie du bureau, entretenir de bonnes relations avec ses collègues est l'essentiel. C'est sûr qu'on ne choisit pas avec qui on travaille, mais globalement, une bonne ambiance, c'est toujours plus agréable au travail. Et on va d'autant plus s'impliquer dans une entreprise où ça se passe bien, où il y a une bonne ambiance. Donc, n'hésitez pas effectivement à créer du lien, voire à participer à des événements qui soient organisés par les entreprises.
Ça peut être aussi créer du lien avec d'autres personnes, donc créer du réseau avec d'autres départements, avec des homologues dans d'autres régions, ou etc. pour voilà connaître par exemple les points de vue, savoir un petit peu le sens que trouvent les personnes dans le cadre de leur activité. Donc voilà, toujours pour effectivement améliorer, faire en sorte que effectivement pouvoir échanger pour pouvoir effectivement à terme améliorer, optimiser le lien pour effectivement à terme augmenter le bien-être au travail. Alors, je vous invite à aller creuser un petit peu le côté de l'inspiration de la psychologie positive. Je ne vais pas en parler là profondément, mais voilà, il y a différentes façons. La psychologie positive amène différentes façons d'aborder la possibilité de recréer du lien. Voilà, donc là, je ne vais pas en parler plus, mais effectivement, vous avez la possibilité d'aller creuser de ce côté-là. En piste 3, réfléchir à de nouvelles façons de s'engager. Et oui, et forcément, l'engagement, l'implication dans les projets ou dans le management de l'entreprise, des équipes, dans l'accompagnement des collaborateurs ou de ses propres collègues, ou dans des activités connexes à l'entreprise, est également en lien avec la façon de s'engager dans l'entreprise, avec la relation, avec l'engagement. Tout ça, c'est des choses importantes. Par exemple, ça peut être aussi encadrer des jeunes pour effectivement transmettre. Voilà, c'est vraiment un engagement vers la vie de l'entreprise. Donc ça, c'était voilà une autre piste. On a la piste aussi, la contribuer à la responsabilité sociale de l'entreprise. Alors, on parle plus ou moins de valeurs, en le sens où effectivement, l'idée là, c'est plutôt de proposer des axes d'action pour développer l'engagement social, sociétal ou environnemental de l'entreprise. On peut aussi, donc voilà, je vous parle de valeurs parce qu'effectivement, l'impact social de l'entreprise, en fait, il est souvent difficile de trouver du sens à son travail quand on est dans une entreprise qui ne partage pas, par exemple, les mêmes valeurs ou les mêmes enjeux. Et donc, l'idée, effectivement, c'est plus vous vous sentirez mieux en parallèle, en phase avec l'entreprise, plus effectivement les valeurs s'aligneront avec les vôtres. Et donc, ce sera beaucoup plus facile de partager, de faire vivre une entreprise qui a des valeurs communes aux vôtres et qui les partage. Ça, c'est indéniable. Voilà, c'est indéniable. En piste 5, on a évolué. Donc, on parlait tout à l'heure de la formation. C'est important d'évoluer personnellement et professionnellement pour amener de nouvelles compétences, pour pouvoir se former, faire autre chose, le faire mieux. Voilà, c'est toujours important. Donc ça, on verra juste après, du coup, en quoi, effectivement, le conseil en évolution professionnelle peut vous amener, en fait. Justement, c'est un levier aujourd'hui pour l'évolution en termes de formation, notamment. La piste pratique 7, je dirais, c'est le partage des connaissances et au final, le développement de la confiance en soi. Un moment de démotivation peut être résolu par un transfert de connaissances ou de savoir-faire. C'est-à-dire que, alors c'est très répandu dans les pays anglo-saxons, le mentorat, qui est une pratique effectivement qui permet de créer du lien avec les collaborateurs de différentes générations pour pouvoir guider, accompagner. Effectivement, ça augmente le sentiment d'utilité vu qu'on va avoir tendance à transmettre. Et la confiance en soi fait partie pour moi un petit peu de cette notion, dans le sens où l'idée c'est aussi de quelqu'un qui aura plus confiance en soi va peut-être plus oser dire des choses, oser faire des propositions. Donc n'hésitez pas, c'est toujours intéressant de se sentir, de se sentir écouté. Alors c'est sûr qu'il faut être écouté, mais voilà, ne pas hésiter à proposer. Après, au moins vous proposez, c'est pris ou pas, mais bon, au moins vous l'avez fait. Mais c'est vrai qu'en cultivant votre confiance en soi, vous réussirez davantage à communiquer vos souhaits, vos idées, ce qui permettra de transmettre et de vous sentir peut-être plus inclus dans la vie de l'entreprise et de l'organisation. En 8, on a donc le slow working qui effectivement, alors c'est pas forcément travailler moins, c'est travailler mieux, on va dire. C'est ne plus travailler dans l'immédiateté, c'est-à-dire faire les priorités, gérer les priorités, arrêter le multitâche, plutôt se concentrer de manière vraiment optimale sur une tâche et après on verra l'autre. C'est vraiment une façon en fait de réorganiser le travail pour pouvoir travailler mieux en fait, tout simplement. On met l'accent sur la pleine conscience, sur la créativité, sur un environnement de travail et une organisation équilibrée. Donc, vous pouvez après aller voir un petit peu tous ces termes en détail.
Et donc, le 9, effectivement, trouver un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. C'est important, hein, forcément, parce que du coup, une grosse partie, le travail, bien qu'il représente une grosse partie de notre vie, il s'intègre dans notre vie de famille. Hein, on a voilà, une vie de famille, on a des amis, on a des loisirs. Il arrive que le travail prenne une place démesurée, et ce qui peut mener à la frustration ou même en burn-out. Hein, du coup, voilà, en cas de charge de travail excessive. Il ne faut pas hésiter, voilà, des fois, recalibrer un petit peu tout ça pour effectivement, et plus vous serez voilà, à l'aise, plus vous trouverez votre équilibre, plus ce sera facile clairement de vous investir dans votre travail. Ça, c'est ça. Et donc en 10, pardon. En dernier lieu, bon, la dernière, il n'y a pas d'autre alternative. Bon, la dernière solution qui peut être de changer de secteur ou d'entreprise, le dernier recours, effectivement. Après, alors, ça peut être trouver une entreprise, voilà, qui a plus les mêmes valeurs. Ça peut être créer son entreprise aussi. Hein. Donc voilà. Après, l'idée, c'est pas de partir comme ça pour partir. Faut pas non plus partir sur un coup de tête. Faut que ce soit étudié, analysé et voilà, voir s'il n'y a pas d'autre solution. Ça peut être la dernière solution. Voilà. Après, effectivement, l'idée, c'est vraiment de travailler ces pistes-là. Sachant que voilà, la sortie n'est pas forcément la solution, parce que voilà, qu'est-ce qu'on va trouver derrière? Est-ce que ce sera mieux? Enfin voilà, dans un contexte économique un peu particulier. Donc voilà. Mais bon, voilà, ça reste une des possibilités de changer de secteur ou d'entreprise. Voilà. Du coup, j'en venais effectivement sur. Alors, du coup, on a vu un petit peu qu'effectivement, il y avait différents leviers pour pouvoir amener du sens au travail. Donc, dans sa façon de voir les choses, on en a parlé, dans sa façon de les faire, dans la façon de pouvoir communiquer, s'intégrer, etc. Et on a aussi l'outil de la formation et voire l'outil de la création d'entreprise. Et donc ça, c'est des sujets sur lesquels, effectivement, le conseil en évolution professionnelle peut vous amener, puisque c'est clairement un outil aujourd'hui pour pouvoir, en fait, avoir une évolution, une transition professionnelle. Effectivement, alors le CEP, voilà, ce qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle, constitue un processus d'appui où tous les salariés, les indépendants, font le point sur leur situation. On peut effectivement élaborer, formaliser, mettre en œuvre des stratégies visant l'évolution. Donc, comme on le précise, c'est un service qui est gratuit, qui est confidentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune transmission auprès de votre employeur, qui est neutre. On n'est pas là pour donner des avis, on est là pour vous conseiller, pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous conseiller. Donc, accessible, il y a des points dans chaque région. Voilà, l'idée, c'est vraiment un point d'accueil, de renseignement pour effectivement être à l'écoute et donc impartial également. Alors, pour qui est concerné par le CEP, donc le CEP, donc là, les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants, donc avec les partenaires que je vous ai cités tout à l'heure, en région, qui sont présents sur toutes les régions. On a l'APEC également, donc pour le public cadre, Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, la mission locale pour les moins de 26 ans et le Cap emploi pour les personnes en situation de handicap. Donc, en fonction de votre situation, n'hésitez pas à aller voir le CEP de votre région si vous avez des questions en lien avec votre projet ou voilà, toute question en lien avec l'évolution et la transition professionnelle. Le CEP va vous accompagner dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie qui peut, selon la situation, viser donc soit l'évolution professionnelle, soit le développement des compétences, donc on parlait de la formation tout à l'heure, soit la reconversion, la transition professionnelle, on peut avoir la reprise ou la création d'entreprise, la certification professionnelle et la mobilité interne et externe. Voilà. C'est vraiment un outil qui est mis à disposition. N'hésitez pas, voilà, franchement, à vous adresser à votre CEP. Donc, c'est un conseil individualisé et adapté qui permet donc d'exprimer sa demande et son besoin, d'accéder à un premier niveau d'information sur les métiers, l'offre de formation, l'environnement professionnel, les dispositifs de financement, identifier les démarches possibles et d'éventuelles suites à donner, parce qu'on peut ouvrir sur d'autres prestations, sur d'autres accompagnements. Et c'est un accompagnement personnalisé, donc qui permet d'accéder à toute information utile à l'élaboration et à l'analyse de la faisabilité du projet et construire un plan d'action pertinent et être accompagné dans sa mise en œuvre. Alors, comme je disais, la possibilité, soit vous regardez un petit peu quel est le CEP directement sur votre région, vous avez toutes les informations,
sur le site www.mon-cep.org où effectivement, vous pouvez directement prendre un rendez-vous avec le CEP de votre région, voilà, sachant qu'il y a des disponibilités assez larges, donc n'hésitez pas, vous trouverez forcément le créneau qui vous conviendra. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Donc on va peut-être passer aux questions. Alors, est-ce que vous avez été gourmand en question ou pas? J'arrive, hein. On arrive tout de suite. Le temps de se mettre sur l'interface pour accéder à vos questions. Alors, ça y est, merci. Alors, mon micro est coupé, par contre. Non. Alors, d'accord. Alors, on retrouve toutes les questions. Alors, je vais essayer de reprendre les questions dans l'ordre. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'on peut juste me certifier qu'on m'entend bien? Ok, bon, ça marche. Ok, super. Merci beaucoup. J'ai la confirmation, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, pour le côté psychologique du travail, qui peut nous aider, à qui s'adresser? Alors, généralement, vous avez aujourd'hui, certains services de santé au travail, justement, ont des psychologues directement. Donc, vous pouvez directement vous adresser auprès des services de santé au travail qui potentiellement peuvent, s'il n'y a pas de psychologue en interne, vous adresser alors sur des psychologues privés parce que hormis ça, j'ai envie de dire, il n'y a pas de suivi particulier. Alors je sais qu'il y a certaines administrations, entreprises qui ont leur propre cheminement via des lignes, via des cellules d'écoute. Vous avez aussi certaines entreprises qui ont des cellules d'écoute. Donc, c'est des psychologues qui sont donc pris en charge par l'entreprise pour pouvoir accompagner les personnes. Sinon, je vous dis les services de santé au travail ou sinon des psychologues du travail à titre privé aussi, vous en trouvez en libéral un petit peu partout. Ou je vous dis, voilà, après, effectivement, voilà, mais vraiment pour le côté psycho, ça va être ça. Hein. J'espère avoir répondu à cette question en tout cas. Il existe des intervenants PSSM, premier secours en santé mentale, qui peuvent être... Ouais, c'est vrai. Alors effectivement, depuis peu, il y a des personnes qui sont formées au premier secours en santé mentale. Alors après, je n'ai pas le détail, je n'ai pas le détail de ces formations. J'ai effectivement eu des collègues qui se sont formés. Après, je ne sais pas, je crois que c'est... je pense pas que ce soit des personnes en interne. Enfin là, je ne vais pas vous dire de bêtises honnêtement là-dessus. Mais effectivement... depuis, ouais, ça se développe de plus en plus justement pour pouvoir identifier les premiers signes en fait, pour pouvoir diagnostiquer les premiers signes de souffrance au travail. Donc effectivement, c'est un élément à creuser. Merci Fabienne Fontaine en tout cas pour cette question et cette ouverture. C'est vrai que j'en ai pas parlé. J'ai parlé de services de santé, mais pas des premiers secours en santé mentale. Effectivement, c'est tout à fait intéressant. Donc ça peut être aussi des référents à les contacter en cas de difficulté. Alors, pour le secteur public, le CEP est géré directement par les services RH. Voilà. Je sais que c'est un peu compliqué, mais effectivement, le CEP,
c'est directement les agents publics, service RH, qui fait office de CEP. Nous, on ne peut pas malheureusement vous recevoir sur du CEP en tant que prestataire cabinet. Nous, on ne fait que du privé. Pouvez-vous répéter la piste pratique 6? Oh bah oui, je peux, tout à fait. 2 petites secondes, le temps de récupérer. La piste 6. La piste 6 qui est... La piste 6. Oh, je crois que je suis passée de la 5 à la 7 en fait. C'est pour ça que vous ne l'avez pas entendu, la 6. Si mon diaporama est le même que ce que j'ai devant mes yeux, il n'y a pas de piste 6. Donc, il n'y en a que 9 en fait en tout. Donc, si c'était la 7 que vous vouliez, c'était partager vos connaissances, développer votre confiance en soi. Voilà Delphine pour cette réponse. Comment passer au slow working? Lucie me pose cette question. Comment passer au slow working quand on a beaucoup de questions, quand on a beaucoup de choses urgentes? Alors, c'est une très bonne question. Alors, vous avez des outils pour la gestion des priorités qui existent. Notamment, vous avez la matrice de... Alors, attendez, je vais la prononcer peut-être pas forcément très bien. La matrice de Sennheiser. Je vais vous le mettre dans le chat. Vous avez cette matrice, c'est un outil qui peut être utilisé dans tout ce qui va être gestion du temps, gestion des priorités. Après, c'est certain que si vous avez énormément de choses à faire urgentes, c'est qu'à un moment donné, soit il y a un problème, soit il y a une problématique de priorisation, ou alors c'est qu'il y a un problème d'organisation du travail. En fait, c'est pas forcément à vous de vous. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est pas forcément à vous de vous adapter à l'organisation. Enfin, c'est pas forcément à vous de vous adapter. À un moment donné, quand c'est pas possible en fait. Enfin, il faut se rendre à l'évidence. On n'est pas des robots, on peut pas non plus tout gérer, toute l'urgence en même temps. Donc, à un moment donné, c'est soit qu'il y a un problème de priorité, soit qu'il y a un problème d'organisation. Donc ça, il faut aussi en référer. Si vous-même, donc voir un peu avec les outils. Alors, je sais qu'il y a des coachs aussi qui interviennent. Alors, le coach, je ne fais pas la publicité des coachs. Hein. Je dis juste qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider dans tout ce qui va être organisation du travail. Si vous-même, vous avez envie de vous poser ces questions-là, de voir un petit peu comment dans mon travail je peux optimiser mon travail, comment je peux m'organiser au mieux. Donc ça, vous pouvez peut-être en faire aussi parler à votre service de santé qui peut peut-être vous mettre en relation avec des personnes. Peut-être qu'il y a des intervenants qui peuvent vous aider là-dessus, parce que souvent il y a des psychologues dans les services de santé au travail, c'est pour ça que je vous dis ça, qui peuvent vous aider là-dessus sur la priorité, sur l'organisation, la priorité des choses. Mais après, il y a une limite à tout, quoi. Je veux dire, on a beau optimiser les choses, quand il y en a trop, il y en a trop. Donc, c'est une question aussi d'organisation. Et là, auquel cas, il faut voir avec votre encadrement, voir comment on peut adapter, en disant que, A plus A, c'est compliqué, quoi. Donc, à un moment donné, il faut aussi... Donc, je veux dire, la faute n'est pas forcément de vous, en fait. Ça peut être l'organisation. Donc, il y a des choses sur lesquelles on peut se remettre en question, il y a quelque chose sur lesquelles on peut travailler. Mais à un moment donné, quand on peut pas, quoi. Donc, j'espère, Lucie, avoir répondu à votre question, Lucie Caro. En tout cas, il y a des outils. C'est une façon aussi d'aborder les choses. N'hésitez pas à vous renseigner un petit peu sur le sujet. Et éventuellement, demandez, je vous dis, aux services de santé qui ont des intervenants qui peuvent potentiellement vous accompagner là-dessus. Hein. Alors, à titre individuel ou à titre d'un service, hein, ça peut aussi se faire. On peut travailler aussi sur l'organisation vraiment d'un service. Hein, c'est pas incohérent. Hein, et je suis sûre que ça peut intéresser du monde, ce type de questionnement. Alors, donc, quand on est seul à exercer un métier dans l'entreprise, comment trouver un mentor de notre métier? Existe-t-il des structures qui mettent en lien des seniors et des juniors? Alors, quand vous êtes seul, effectivement, dans votre entreprise à exercer un métier, alors ce qui peut être intéressant, c'est de trouver des homologues dans d'autres entreprises, qui n'est pas forcément sur votre secteur, hein, c'est pas grave, mais au moins des homologues. Je sais que, par exemple, vous avez des fois des réunions inter-entreprises de métier, vraiment des personnes du même métier, en fait. Donc, vous pouvez avoir ces réunions-là pour pouvoir échanger entre vous sur vos pratiques, voir un petit peu. Il me semble qu'il existe effectivement des structures ou des sites, tout du moins. Vous avez des sites internet, je sais, avec des professionnels qui se mettent à disposition des autres pour pouvoir parler de leur métier.
Genre My Job Glasses, c'est un site internet, une plateforme, il y en a d'autres, hein, qui permettent de trouver des mentors ou d'autres professionnels de d'autres métiers, enfin de divers métiers. Donc voilà, sur internet ou en vrai, je dirais, en créant des associations, mais des regroupements entre professionnels de même métier. Ça se fait très, très couramment, justement. Avez-vous des sources autour de la psychologie positive? Je peux vous en envoyer, bien sûr. Là, il n'y a pas de souci, je peux vous en envoyer. Beaucoup de réflexions et mémoire en la matière sur un plan théorique et éthique. Tu peux nous ton médecin du travail sur ton employeur, c'est courant. Oui, effectivement, je réponds aussi à la question de, enfin voilà, Christine Brun qui effectivement répond à Pauline. On peut tout à fait effectivement solliciter le service de santé au travail sans que l'employeur soit au courant. Et ça, très peu de personnes le savent et c'est vraiment dommage. Voilà, c'est une démarche qui peut être tout à fait faite directement en interne. Éviter l'isolement, oui. Ah ben c'est sûr, ce que je disais, travail. Éviter l'isolement, éviter de dire oui, je vais pas en parler, ça va ennuyer tout le monde, ou alors c'est bon, je vais gérer toute seule, tout seul. Non, ça on évite. Clairement, on va gérer 5 minutes, mais on va pas gérer trop longtemps. Et faut vraiment éviter que ça s'enquisse. Hein. Plus ça s'enquisse, plus c'est difficile de pouvoir après trouver des solutions et physiquement pour pouvoir voilà, remonter la pente, clairement. Quel est le service de santé au travail que l'on peut contacter sans passer par l'employeur? Alors en fait, votre entreprise est rattachée à un service de santé au travail. Alors généralement, il n'y en a pas 50 hein, par département. Généralement, il y en a un, 2 avec le BTP. Mais sinon, je sais que dans certaines régions, il y en a 2, c'est très rare. Mais sinon, vous devez avoir au moins des convocations ou demander en fait à vos collègues quel service de santé au travail. Mais généralement, il n'y en a qu'un. Une entreprise en fait cotise au service de santé au travail du département. Alors généralement, je vous dis il n'y en a qu'un, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Après, au pire, vous les appelez, vous leur demandez voilà, je suis salarié de telle entreprise, est-ce que mon entreprise est bien adhérente chez vous hein. Ils ne vont pas vous, au contraire. Donc voilà, sinon sur les convocations de vos collègues X ou Y qui ont pu avoir eu une convocation, ou si vous avez dû faire votre visite d'entrée dans l'entreprise généralement, donc voilà, vous avez dû à un moment donné avoir contact au service de santé au travail. Elle n'est pas non plus forcément là avant. Alors je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais... Après le burn-out, la reconnaissance au travail de l'hierarchie n'existe plus ou pas, ou peu. Ouais. De toute façon, la question du burn-out, c'est de toutes les situations hein, de souffrance au travail. Hein. C'est difficile, effectivement. Alors après, ça dépend des entreprises, ça dépend de tellement de choses. Mais ouais, de toute façon, c'est toujours délicat hein, de ressortir. Après, honnêtement, j'ai vu des entreprises, au contraire, plutôt bienveillantes là-dessus et qui mettaient des choses en place. Mais ouais, c'est sûr que ça ne correspond pas à 100% des entreprises, hein, c'est certain. Intéressé par la présentation, ok, sera partagé à la fin, ça serait répondu. Intéressé par le monde. Trouver du sens au travail permet une implication des salariés, mais n'est-ce pas justement un risque de se surmener, de tomber dans le burn-out? Oui. De toute façon, je veux dire, à un moment donné, il faut bien qu'on trouve un sens à son travail pour pouvoir le faire, enfin, au mieux possible, on va dire. Effectivement, si on donne trop, c'est le risque, effectivement, de tomber dans le surmenage et le burn-out. Mais à un moment donné, je veux dire, voilà, comme dit la réponse, il faut effectivement le préserver, prendre de la distance. En fait, c'est comme ces soucis, souvent, vous prenez l'exemple des médico-sociaux, mais c'est souvent les métiers en relation avec le public ou voilà, qui va nécessiter un rapport avec l'humain, en fait, où effectivement, avoir tendance à s'investir, parce qu'on a cette fibre-là et parce qu'on va avoir, alors d'autant plus sur les personnes qui ont une conscience professionnelle plus, et qui vont toujours faire en sorte de faire au mieux. Et effectivement, c'est ces personnes-là qui vont avoir tendance, voilà, plus à en faire. Et donc, du coup, au risque de tomber sur des situations de souffrance au travail. Après, il faut trouver le juste milieu entre l'implication et sa propre santé. Et je pense que ça, seul, c'est pas toujours évident à trouver, d'où le fait de pouvoir échanger aussi avec les autres et d'identifier des petits indicateurs, justement, qui peuvent vous dire, bah oui, là, ça me gêne, là, quand je rentre, voilà, je sais que j'ai toujours la tête plus ou moins pleine, j'arrive pas à prendre, voilà, c'est ces petits indicateurs qu'il faut arriver à identifier. Et parce qu'après,
façon, on pourra toujours s'investir, hein, mais à un moment donné, il faut trouver la limite, en fait. Du moment que vous commencez en fait, à en payer le prix, je pense qu'il faut voilà, prendre un peu du recul et voir comment on peut améliorer les choses. Aucun travail n'est à la con, mais encore faut-il la reconnaissance du travail fourni par ses pairs soit respectée, reconnue. C'est ce que je pense, car le salaire ne fait pas tout. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que après voilà le travail à la con. Alors après je vous dis c'est une notion qui a été controversée un petit peu. Hein, donc effectivement je veux dire tout travail a un intérêt au bout du compte. Hein, sinon il n'y aurait pas cette activité là. Effectivement si on peut avoir un travail utile mais peu respecté et peu reconnu. Donc effectivement il peut y avoir un problématique à un moment donné. Je veux dire c'est pas forcément c'est un ensemble de choses en fait. Ce sont des indicateurs. Le salaire ne fait pas tout, clairement. Enfin, ça c'est une certitude. Hein. La reconnaissance, c'est bien, mais si le travail, enfin, c'est un ensemble de choses, clairement. Il ne faut pas que toutes les cases soient cochées, mais c'est, ouais, voilà. On peut avoir un travail utile qui n'est pas reconnu, on peut avoir un travail qui n'est pas forcément considéré comme très utile, mais très, très reconnu. Enfin, après, on le vivra tous de manière différente. C'est aussi la problématique la souffrance au travail en fait, c'est qu'il n'y a pas de réponse en fait. Les personnes vivent les choses vraiment différemment. Donc l'idée c'est vraiment d'aller renseigner et d'aller vraiment voir chaque personne pour voir leur ressenti, est-ce que poser ces questions-là personnellement, parce que vraiment les choses sont vécues vraiment de manière différente. Est-ce nécessaire de nommer le mal-être pour avancer après? Perso, je ne sais pas ce que j'ai vécu, mais j'ai perdu le goût de mon job. Je suis partie de ma boîte après ce mois d'arrêt. Ouais. C'est sûr, hein, ce sont des situations qui sont vécues, je veux dire, malheureusement, peut-être trop souvent. Après, effectivement, on le nomme parce que voilà, il y a des concepts derrière, etc. Après, le mal-être, ça reste le mal-être, hein, quel qu'il soit. Après, justement, l'idée, c'est d'approfondir, c'est voilà, qu'est-ce qui est la source du mal-être, sachant que voilà, je dis, ça peut être vécu de manière différente par chaque personne. Peut-être que vous faites la même activité pendant 5 ans, peut-être que ça va aller, puis au bout d'un moment, ça ira plus, mais parce que vous évoluez aussi dans votre vie personnelle, dans votre avancement, dans vos motivations, dans vos intérêts, dans la vision de votre vie aussi, dans la vision du travail dans votre vie. Donc, en fait, la même activité peut être vécue à des moments de la vie différemment. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut s'écouter et il faut savoir prendre les mesures. Donc, vous avez la possibilité d'en parler, alors que ce soit effectivement, voilà, que ce soit au service de santé, que ce soit à des personnes référentes, ou de mettre en place des choses pour pouvoir évoluer. Quand vous voyez que vous n'avez plus le goût, voilà, il faut voir si c'est quelque chose de ponctuel ou si c'est vraiment quelque chose qui perdure. Si c'est quelque chose qui perdure, bon, il faut trouver des solutions. Donc, soit vous avez la possibilité peut-être de vous former en interne, de voir s'il y a des possibilités de changement de poste en interne, ou si vraiment il n'y a rien qui est possible en interne, mais effectivement, on va dire la dernière solution, c'est de changer d'entreprise. Après, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve, c'est toujours pareil. Donc après, voilà, c'est des choix, c'est des choix de vie, c'est des choix de vie. Après, il n'y a pas de solution miracle. Oui, ça marche, il n'y a pas de problème. En tout cas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. J'espère en tout cas avoir répondu à vos questions, vous avoir apporté des notions là-dessus. Après, c'est sûr que ça reste court, hein, ça reste un aperçu. Mais voilà, en tout cas, vous n'êtes pas seul face à ça, enfin que ce soit vous ou les personnes qui vous entourent. Vous avez des interlocuteurs auprès de qui vous pouvez évoquer ces sujets. Et si jamais vous avez des projets d'évolution, de transition, vous avez les CEP qui sont là effectivement pour vous répondre. Donc, les conseillers en évolution professionnelle, vous pouvez les contacter assez facilement. En tout cas, merci à tous à tous et à toutes pour votre attention. J'espère que vous avez passé un moment, pas très interactif, mais au moins un moment assez ludique et de connaissance par rapport à ça. Merci à vous en tout cas. Bonne fin de journée.